Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Salut tout le monde, Ben Baudouin en compagnie de Pat Côté. Bienvenue à cet épisode de Dans la cage. Salut Pat. Salut, ça va bien, mon Ben? Ça va très bien, merci. J'espère que tu as passé un aussi beau week-end que moi. Samedi, on a passé pas merveilleux, hein? Ça a été un excellent gala, en effet. Écoute, moi, j'ai adoré ma soirée. On va revenir sur ce qui s'est passé à l'UFC 266. Une superbe carte de l'UFC. 2 combats de championnat. Le retour de Nick Diaz contre Robbie Lawler. D'autres grosses performances sur cette carte-là. On va se tourner également vers ce qui s'en vient cette fin de semaine un petit peu. Si on a le temps, il y a un gros gala de Bellator à Londres, mettant en vedette de Diego Lima, de Michael Van Page, et il y a l'UFC également sur les ondes de RDS2 cette fin de semaine. Thiago Santos contre Johnny Walker, un duel tout brésilien. Mais revenons peut-être, Pat, puis je vais peut-être y aller avec un petit message personnel d'entrée de jeu, parce que, comme je le disais, l'UFC 266 ça a été une très grosse semaine pour moi, pour nous à RDS. Je voulais remercier tout le monde à RDS, mes patrons surtout qui m'ont envoyé là-bas. C'était vraiment, vraiment intéressant. On y allait bien sûr pour l'intronisation de Georges Saint-Pierre. Merci à Georges aussi d'avoir pris le temps. Il a été ultra, ultra généreux avec tous les médias, notamment nous du côté de RDS. Donc, j'en ai ouvre pas. Si vous voulez revoir tout le contenu là, que j'ai amassé du côté de Las Vegas, ça se retrouve sur le site internet rds.ca. Et là, Pat, tu l'as côtoyé toute la semaine. Il m'a semblé vraiment, vraiment relax, Georges. Hein. Moi, je le connais depuis très, très longtemps. Puis c'est sûr que dans le monde des combats, on se sentait, il y avait toujours un petit stress ou quelque chose. Il était un peu, c'était tout le temps un petit peu awkward devant la caméra, un petit peu genre malaisant des fois quasiment. Mais là, j'ai senti vraiment, vraiment chill, vraiment relax. On dirait que là, finalement, comme il a dit, c'était la cerise sur le Sunday. Puis on dirait que tout plein de pression viennent de partir. Puis il a juste apprécié la semaine puis apprécié les honneurs qu'on lui a donnés. T'as mis le doigt dessus. Là, il était tranquille, généreux, puis je voyais qu'il était là pour profiter. Il a vraiment profité de sa soirée de jeudi. Le gala, évidemment, on va en reparler, mais dans le coin de Nasrat Akpara, ça ne s'est pas passé nécessairement comme il voulait, mais ça ne l'a pas empêché de bien profiter du gala aussi. Puis, je suis d'accord avec toi, puis l'UFC, c'est leur job aussi, là, les relationnistes de l'UFC, ils sont très protecteurs des combattants en général. Ils n'aiment pas trop ça quand on interviewe les perdants. Ils veulent les protéger un petit peu d'eux-mêmes, peut-être, des fois, puis pas trop leur en demander. Puis même chose pour Georges, qui était très en demande. Puis, là, je demandais des entrevues ici et là, puis il disait, OK, on va voir ce qu'on peut faire, on va voir ce qu'on peut faire. Puis là, quand Georges arrivait, il venait nous voir, c'était comme, ben non, c'est correct, prends ton temps, j'ai juste ça à faire, ça me fait vraiment plaisir de jaser avec toi, ben, nanana. Puis il disait au PR de l'UFC, non, là, correct, on n'est pas pressé, là. On arrivera à notre prochain rendez-vous en retard. Là, on va prendre le temps de jaser avec RDS. Fait que, pour ça, c'était vraiment A+ de sa part. Pour revenir sur les grosses performances de l'UFC 266, je le disais, 2 combats de championnat. Et le combat de l'année entre Alexander Volkanovski et Brian Ortega. Je ne sais pas le combat de l'année. C'est certainement un des rounds les plus beaux de l'année. En tout cas, le 3e round, ça a été extraordinaire. Un des plus beaux rounds de l'année, sinon le meilleur. Écoute, on s'attendait. Tu sais, des fois, tu regardes t'as pas vu le combat, mais tu regardes le score, puis tu te dis, ça a été une domination complète, ça a été un easy fight, ça a été un combat facile. Ouais. Mais si tu regardes juste le score de ce combat-là, tu te mets un doigt dans l'œil complètement. Écoute, ça a été une guerre incroyable. Ortega nous allait montrer une résilience assez forte pour se rendre jusqu'à la fin. Puis, il nous allait montrer comment il peut être dangereux, qu'il peut aller chercher la victoire à vraiment un clignement d'œil. Pour vrai, là, ça a été à 2 reprises. Moi, je ne sais pas encore comment que Volkanovski s'est sorti des traitements triangulaires. Là. Honnêtement, là, sa tête a commencé à devenir mauve.
n'y a plus grand-chose qui passait. Puis finalement, il s'en est sorti. Là, on parle d'un étranglement triangulaire, pas de Johnny à côté, là, de Brian Ortega. C'était très serré. Écoute, je ne sais pas encore, mais c'est ce qui fait les grands champions. Ils sont capables de sortir de des situations qu'on pense qu'ils sont finies. Ils n'abandonnent jamais. Puis regarde, même lui, il l'a dit, là, la guillotine était très serrée, l'étranglement triangulaire était serré. Mais écoute, Volkanovski, je pense que là, il court encore un peu après le respect, là, il l'a déjà dit. Mais regarde, il a battu José Aldo, 2 fois Max Holloway. Là, il vient de battre Ortega. Même si ça a été un combat extraordinaire, ça a quand même été une domination de Volkanovski. Mais wow, écoute, je pense que Volkanovski, présentement, ça se peut qu'il soit là pour un petit bout. Là. Ça fait combien de victoires consécutives, j'essaie de compter, là? Il n'a pas perdu depuis 2013. Là. C'est ça, 20. Il était à 19. 20 victoires consécutives pour le champion qui en a battu des grands et des bons dans sa carrière. Mais tu as raison. Le troisième round, là, au début de la première guillotine, Ortega, les jambes bougeaient. Et les jambes bougeaient pour s'en sortir. À un moment donné, les jambes ont arrêté de bouger. On était tous, OK, là, il est endormi. Là, qu'est-ce qui se passe? L'arbitre était tout près, pas endormi. Retombe dans un étranglement triangulaire aussi très serré, comme tu as dit, mais debout. Et après ça, réussissait à renverser les situations et dominait en ground and pound aussi Brian Ortega, qui lui, veut pas, dans ses 2 combats de championnat, en a mangé des coups. C'est 2 défaites. 2 défaites en combat de championnat, une contre Max Holloway, celle-ci contre Alexander Volkanovski. Il a trop de cœur pour sa propre santé. Là. À un moment donné, tu peux pas manger autant de coups. Là. Ouais, c'est vrai que dans ces 2 combats, Max Holloway il était sorti de magané aussi. Malgré que là, il s'est vraiment amélioré au niveau du combat debout, mais il manquait de la vitesse. Volkanovski était beaucoup trop rapide pour lui au niveau du combat debout. Le jab bougeait énormément. Il s'est beaucoup amélioré, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour aller se battre contre des Max Holloway et des Volkanovski. C'est leur spécialité, le combat debout. Le jab passait à profusion de Volkanovski. Puis il manque des mouvements de tête. Oui, la technique de boxe était là, mais il manque l'aspect global. Il faut bouger. Ça te prend du mouvement avec le niveau du combat debout. Il faut que tu sois capable de rouler avec les coups. Il faut que tu sois capable de les éviter. Puis, quand tu as un désavantage au niveau de la vitesse, ben, tu n'as pas le choix. Il faut que tu bouges la tête, il faut que tu sois mobile. Et le haut du corps de Brian Ortega ne bougeait pas assez. C'est pour ça que le jab passait à profusion. Puis, écoute, c'est vrai, tu as raison, il y a du cœur. C'est pour ça que ça nous a donné un combat extraordinaire. Mais tu as raison aussi de dire qu'il a reçu énormément de dommages dans ces 2 combats-là. Et j'espère pour Ortega que c'est pas le cas, mais il pourrait être le meilleur 145 livres au monde, à part le champion. Il en a déjà vu ça, des Joseph Benavidez, ça a été ça aussi à 125. Des gars qui, on sait qu'ils pourraient être le champion si le champion n'était pas là. Ça a l'air niaiseux à dire, mais ceux qui... Ouais, c'est ça. Ceux qui suivent ça, là, ils savent de quoi je parle. Puis surtout ceux qui connaissent Joseph Benavidez, ils savent de quoi je parle aussi. Ce gars-là méritait d'avoir une ceinture. Ce gars-là méritait d'être champion. Il était extraordinaire. C'est lui qui a tenu la division au bout de ses bras. Mais malheureusement, le champion a toujours été une petite coche au-dessus de lui. Puis c'est ça, tu sais. Fait que Brian Ortega, c'est vrai, c'est un gars qui est ultra, ultra dangereux. Mais il se sauvait toujours avec son jiu-jitsu avant. À cette heure, les gars, ils savent. Mais ils se font pincer pareil. T'sais, je veux dire, ça passait proche, vraiment proche qu'ils finissent le combat avec des soumissions. Mais quand tu es rendu à un niveau de championnat du monde, ça te prend plus que juste des soumissions. Oui, ça boxe s'est amélioré, mais comme je t'ai dit tantôt, il manque encore l'aspect global du combat debout pour rivaliser avec ces gars-là. Donc, la suite pour les 2. Brian Ortega ne perd pas trop de points. Il était déjà classé 3e aspirant. Là, moi, ma grosse question, c'est de savoir combien de temps il va être à l'écart. Parce que, comme on dit, il a mangé beaucoup, beaucoup de coups. Il était magané. Il était à l'écart presque 2 ans après son combat contre Max Holloway. Je lui souhaite qu'il ne soit pas à l'écart presque 2 ans encore une fois. Mais là, il faut qu'il prenne le temps de se remettre. La dernière fois, il voulait aussi prendre le temps de s'améliorer dans son combat debout. Ce qui expliquait un petit peu sa longue absence. Mais il y avait aussi le fait qu'il fallait qu'il revienne à 100%. Donc, il devra prendre le temps de revenir. Alexander Volkanovski, il n'est pas frais comme une rose, là, mais clairement, lui aussi va prendre quelques mois. Puis là, on a annoncé
un combat entre Max Holloway et Yair Rodriguez au cours des prochaines semaines. Je pense que le gagnant, on va donner le gagnant à Volkanovski. Si c'est Max Holloway, ben, ça va être la trilogie, pourquoi pas? Oui, sauf qu'il y en a un qui est revenu dans les paroles. Il y en a un qui est revenu des réseaux sociaux de nulle part. C'est Henry Cejudo. Henry Cejudo qui est sorti sur les réseaux sociaux, il est ressorti sur Twitter en disant, en voyant des insultes aux champions, qu'il a dit qu'elle revenait, puis c'est contre lui qu'elle allait perdre. Bon, jusqu'à quel point c'est sérieux, jusqu'à quel point on pensait vraiment qu'elle avait pris sa retraite, personne ne le croyait vraiment. Est-ce que c'est le temps pour Henry Cejudo de revenir à la compétition à 145 livres, par exemple? Là, c'est quand même une nouvelle division de poids pour lui. Mais écoute, on ne sait pas, là, il y a un nouveau joueur qui vient de sortir peut-être de la retraite, vouloir un morceau de Volkanovski. Parce que tu regardes ça, tu sais, t'as Calvin Kattar qui est là en 5e position. T'as Chan Sung-Jung qui est là aussi en 4e. Puis après ça, ben, t'as Yair Rodriguez et Max Holloway. Donc, tu sais, Yair Rodriguez a perdu contre Brian Ortega. Là, ils viennent de battre Brian Ortega, Volkanovski. Calvin Kattar, est-ce qu'il est prêt pour un combat de championnat du monde? Je ne sais pas. Je pense qu'il aurait besoin de battre un gros nom avant ça. Je sais pas. Il a perdu de façon assez décisive contre Holloway aussi, là, si je me rappelle bien. Là, c'est ça. Combat. Exact. Donc, on donnerait un combat de championnat à un gars qui vient de perdre. Là, non, c'est ça. Fait que, oui, c'est vrai que la logique, ce serait gagner de Holloway contre Yair Rodriguez. La trilogie, tu parles d'une trilogie, sauf que c'est une trilogie qu'Ax Holloway a perdu 2 fois aussi. C'est une trilogie qui est peut-être un peu moins intéressante. L'histoire est pas aussi fun. S'il y a un gars comme Henry Cejudo qui revient avec sa grande gueule, ça pourrait être intéressant pour l'UFC construire une histoire autour de ça. J'ai de la misère à... Oui, ce serait intéressant, je suis d'accord. J'ai de la misère à voir Henry Cejudo avoir le dessus sur Alexander Volkanovski, qui est... En tout cas, il va falloir qu'il mette de la chance. C'est pas un... Je veux dire, oui, il devait couper au coup de poids pour faire 125 livres. Il a été champion à 135 aussi. Ce serait tout un exploit de devenir champion à 145 contre un gars solide comme Alexander Volkanovski, mais pourquoi pas, effectivement, pourquoi pas. Mais moi, j'ai très hâte de voir Holloway contre Rodriguez. Oui. Ça, c'était tout un fight. Là. Ça, honnêtement, je pense que tout le monde a hâte à ça. Ça, c'est le 13 novembre, donc ça a été annoncé au cours des derniers jours, donc à suivre. Et puis, ben, le champion, 20e victoire de suite pour Alexander Volkanovski, qui a dominé au point, mais comme a dit Pat, dans un combat et surtout un 3e round qui va vraiment passer à l'histoire, qui a été ultra divertissant. Bon, ben, demi-finale, Pat, 20 victoires de suite pour notre ami Volkanovski. Ça en fait 7 de suite, je pense, pour Valentina Shevchenko, qui, encore une fois, ça n'a pas été trop compliqué. Puis même que, ça s'est terminé qu'au 4e round. 3e round. Non, 4e. Et puis, on se demandait, bon, quand est-ce que la championne allait passer en 2e vitesse. Mais vous voyez que quand elle décide, hein, c'est un claquement de doigts, puis ça peut se finir, hein. Oui, ben, je pense que c'est une 8e victoire de suite, puis c'est une 7e défense de titre pour elle. Là. Invaincue à 125 livres, et je pense qu'elle va le rester. Honnêtement, je ne vois pas grand monde dans cette catégorie-là qui est capable de venir à bout d'elle. Et une coche au-dessus des autres, même 3-4 coches au-dessus de tout le monde. Écoute, Lauren Murphy avait bien parlé, là, elle n'a absolument rien fait. Puis moi, ce que j'aime aussi de Valentina Shevchenko, c'est son fighting IQ. Elle prend le temps, elle utilise son adversaire, elle l'amène dans une zone que tu n'es pas capable d'y toucher, elle l'amène dans une zone que c'est comme dans un sable mouvant, puis elle décide, OK, là, c'est fini, puis là, on passe à l'attaque. Il y en a qui auraient peut-être aimé ça que ça finisse avant, mais elle a fait les choses parfaitement. Elle a fait les choses parfaitement d'un bout à l'autre, encore une fois. Puis, tu sais, c'est elle qui décide quand ça finit. Tu sais, c'est pas... Tu sais, je veux dire, peut-être que si elle avait voulu que ça finisse avant, ça aurait peut-être arrivé. Mais, honnêtement, peut-être qu'elle attendait aussi que Murphy fasse de quoi. Murphy n'a rien fait. Elle a gelé complètement sur place, les 2 pieds dans le ciment. Tu sais, puis... on en a parlé surtout sur les ondes.
sais, quand tu t'en vas à un combat de championnat du monde, puis tu sors d'un combat de là, puis tu as des regrets, puis tu sais que, en tout cas, elle sait que ça n'en reviendra pas. C'était sa seule chance, là, au niveau qu'elle est rendue, au niveau de l'âge, là, ça n'en reviendra pas un combat de championnat du monde. Fait que c'est sûr qu'elle a des regrets. Elle va regarder le combat et va dire hey, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, justement. Tu sais, au moins, si tu t'essayes, puis tu pousses, tu te fais frapper. Puis au pire, tu sais, moi, quand je me suis battu contre Anderson Silva, là, je me suis dit, au pire, c'est une je m'en souviendrai pas, mais au moins, je vais lui donner un fight, tu sais, je vais lui donner un combat, je vais faire de quoi. Tu sais, c'est la chance d'une vie. Mais là, quand tu fais rien, puis il se passe rien, là, tu te demandes, OK, ben, de quelle façon elle s'est préparée? Peut-être qu'elle est arrivée, elle était intimidée, peut-être que c'était trop gros pour elle, je ne sais pas. Mais sûr et certain, elle est revenue chez eux, puis elle a beaucoup, beaucoup de regrets pour ce combat-là, puis ça, c'est une des pires choses qui peut arriver. À un moment donné, elle avait, je pense que c'était au 3e round, là, elle avait 2 coups qui avaient touché la cible. Elle avait lancé quelque chose comme 11 coups. Ouais, ben c'est ça. C'est pas juste les coups. C'est pas juste les coups qui touchent la cible, c'est d'essayer quelque chose, lancer des coups, essayer de n'importe quoi, essayer quelque chose. Là, elle essayait absolument rien. Fait que, tu sais, là, après ça, tu te demandes, tu te dis, c'est plate parce qu'elle va regarder ça puis elle a passé complètement à côté de sa chance, honnêtement. Crédit à Valentina Shevchenko quand même qui ça à rentrer, elle sortait vite aussi. Là. Défensivement, elle est très, très, très solide aussi. Ses coups de pied rentraient au corps, aux jambes. Ils rentraient vite et fort. Tout après, elle ressortait. Elle ne s'est pas touchée du tout. Et au 4e round, à un moment donné, réussi à aller au sol. Et là, c'en était trop. Là, complètement dominé Lauren Murphy. Elle l'a ébranlé. Après, elle a fini ça au sol par la suite. Donc, très bien fait de la part de la championne. Encore une fois, on la questionne sur ce qui va arriver pour la suite. Elle a fait le ménage à 125 livres. On va parler de Jessica Andrade dans quelques minutes, qui a gagné facilement son combat contre Cynthia Calvillo. On se dit, faisons Andrade contre Valentina Shevchenko. Ouais, on a fait ça il y a 6 mois, puis vous avez vu comment ça a fini aussi. Donc, tu sais, Shevchenko est, comme tu dis, trop forte. Là. Elle dit, j'entends le téléphone. Dana White me dit, qu'on fait, c'est contre Amanda Nunes, un 3e. C'est ce qui va arriver. Mais elle pousse pas après. Elle le demande pas. Elle dit, si c'est la direction que la compagnie décide d'aller, je suis prête. Il ne faut pas d'autre chose. Ben non, mais tu sais, je veux dire, elle a bien beau le demander, tout le monde sait que c'est le combat à faire. Là, Nunes va se battre contre Juliana Peña parce qu'elle va passer à travers, mais tu sais, je sens que Shevchenko est beaucoup plus motivée qu'Amanda Nunes. Amanda Nunes a peut-être des priorités ailleurs. Maintenant, elle a une famille. Elle aussi, elle domine sa catégorie. Elle a déjà battu Shevchenko à 2 reprises, même s'il y a des combats qui étaient ultra, ultra serrés. Ça serait peut-être le combat d'adieu pour Amanda Nunes après Juliana Peña. Je ne sais pas, mais je pense que ça pourrait être ça. Je ne sais pas. T'sais, moi, honnêtement, entre les deux, dans les 4 dernières années, moi, je trouve vraiment que Shevchenko s'est beaucoup plus amélioré qu'Amanda Nunes. Mais il y a toujours l'aspect mental là-dedans. Il y a toujours l'aspect, tu sais, puis je pense que Shevchenko était plus active qu'Amanda Nunes aussi. Mais encore une fois, ça vient avec l'adversité, ça vient avec les adversaires aussi, tu sais. C'est compliqué de trouver des adversaires qui vont être capables de tenir le bout face à eux autres. Fait qu'éventuellement, on n'aura pas le choix, on va se retrouver dans le cul-de-sac, puis il va falloir faire ce combat-là. À quel point? Je ne sais pas vraiment, là, mais à mon avis, là, je pense que c'était quasiment impossible que Nunes fasse 125. Ouais. Là. Fait que c'est ça aussi. Non, exactement. Puis pour Nunes, oui, il y a un défi de Valentina Shevchenko, mais il y a peut-être éventuellement un défi de Kayla Harrison qui va terminer son contrat avec PFL, qui s'est pas caché que ça l'intéressait de peut-être passer dans une plus grosse organisation. Elles s'entraînent au même gym, les deux, puis j'écoutais, j'osais avec des journalistes, une journaliste de réseau brésilien qui m'expliquait qu'apparemment, à American Top Team, on a déjà séparé Amanda Nunes et Kayla Harrison dans 2 équipes différentes. Leurs horaires, elles ne se croisent pas au gym parce qu'on le sait qu'éventuellement, et elles ne sont pas suivies par les mêmes coachs parce qu'on le sait qu'éventuellement, c'est peut-être inévitable que ces 2 filles-là vont se rencontrer aussi. Sauf que, tu sais, Kayla Harrison se bat à 155. Donc, elle s'est battue une fois à 145.
Il falloir qu'elle descende. Admettons là, qu'on signe Carol Harrison, là, ça va être un combat à 145 livres. Je pense pas qu'elle va descendre à 135, là. Mais c'est ça. Des fois, ils s'entraînent au même gym, mais il y a tellement de combattants, c'est tellement gros que ça ne veut pas dire qu'ils s'entraînent ensemble. Donc, c'est ce qui arrive avec les deux. C'est ce qui est arrivé avec Colby Covington aussi quand il s'entraînait, quand il s'est battu contre Robbie Lawler, je pense, ou quelque chose de même. Mais, regarde, on verra, mais encore une fois, Kayla Harrison elle va finir son contrat à PFL. Kayla Harrison fait de l'argent facile là, à PFL. Elle est devenue millionnaire une fois, la main dans le dos, puis d'après moi, elle va revenir, elle va retourner, elle va aller rechercher un autre million assez facile. Là. Après, c'est quoi? Elle n'aura pas cet argent-là au UFC. Pas en tout. Là. Ça va être loin de ça. Là. Elle va faire beaucoup d'argent, mais elle va être loin de gagner 1 million. Là. C'est sûr que là, tu dis, ouais, mais elle a gagné le tournoi. Ouais, mais elle gagne le tournoi, mais elle passe même pas un round. Elle domine là, complètement. Fait, je pense aussi que ça serait peut-être un combat à faire éventuellement, mais combien de temps que Amanda Nunes lui reste? Combien de temps? Parce que moi, ça vient toujours à la motivation d'Amanda Nunes. Est-ce que ça lui tente encore pendant des années de faire ça? Parce qu'il ne reste pas beaucoup de combats. Des combats qui sont logiques. Là, on va se battre contre Julia Peña. Après ça, il va rester Kayla Harrison. Dans combien de temps qu'on va la signer, si on la signe, ou si on fait un combat avec une fille qui est déjà signée avant Valentina Shevchenko. C'est ça aussi. En tout cas, bref, ça pour dire que Valentina Shevchenko, une grande championne, vraiment une combattante, je dirais presque parfaite. Elle n'a pas beaucoup de faiblesses, puis on a superposé également confiance en elle, confiance en ses moyens. Une femme qui mange les arts martiaux mixtes, je veux dire, elle le répète en entrevue, elle fait ça depuis qu'elle a 5 ans, c'est sa vie. Et on voit les résultats dans le ring. Là, c'est vraiment une grande championne, une grande combattante. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de Robbie Lawler contre Nick Diaz, Pat? Écoute, c'est bien meilleur que ce que je m'attendais. Honnêtement, je ne m'attendais pas à grand-chose. Mais ce que j'ai vu, j'ai adoré ça. Puis honnêtement, le rythme de combat que ces deux-là nous ont donné, même des jeunes qui font leur entrée à l'UFC aujourd'hui auraient de la difficulté à suivre ce rythme-là. Oui, c'est vrai, il n'était pas aussi rapide qu'avant. Oui, c'est vrai, il était peut-être moins précis qu'avant. Mais le rythme de combat qu'ils nous ont donné sans arrêt, écoute, ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était quelque chose d'assez spécial. Oui, au début, Lawler est sorti fort, puis je pense que c'était une bonne stratégie parce que Nick Diaz n'était pas battu depuis 5-6 ans et qu'il ne voulait pas qu'il retrouve ses repères rapidement. Mais on a vu aussitôt qu'il a retrouvé ses repères après 1 minute et demie, Diaz, là, les mains ont commencé à sortir, travailler en volume. Ça n'a jamais été un gars qui a frappé fort, mais travailler en volume. Il lance des coups. Écoute, ça a été un combat extraordinaire. Honnêtement, là, ça a été un bon vieux combat de vétérans. Une vieille garde, les deux gars qui sont restés debout puis qui se sont échangés 2 gros brawlers. Écoute, moi, j'ai adoré ça. Ça s'est terminé d'une façon un peu bizarre, là, mais écoute, it is what it is. Mais est-ce que Nick Diaz va revenir? Moi, honnêtement, je pense que non. Est-ce que Robbie Lawler va revenir? Je pense peut-être oui, mais moi, j'aurais trouvé que ça aurait peut-être été un beau combat de retraite pour Robbie Lawler, qui est âgé de 38 ans et il sortait de 4 défaites de suite. Et Robbie Lawler, il connaît juste une façon de se battre. C'est aller à la guerre. C'est ça. C'est pas un gars qui est super technicien, c'est pas un gars qui est super technique, je veux dire. C'est un bon lutteur défensif, mais c'est de la vieille garde. Là. C'est des gars qui se plantent dans le milieu puis ça swing. Et puis lui, il y en a eu des guerres. Là. Il y en a eu, puis une, puis un autre. Là. Fait que, moi, j'aurais trouvé peut-être que une victoire de même face à un vétéran, il venge sa défaite. Écoute, ça aurait peut-être été un beau combat de retraite. La façon dont tu parlais après le combat, ça n'avait pas l'air d'être un combat de retraite pour lui. Il n'a pas l'air... C'en est un autre qui connaît juste ça et qui n'a pas l'air d'être prêt à accrocher ses gants. Il a dit que c'était une belle victoire. OK, c'était pas pour un combat de championnat du monde. Il a été champion. C'est sûr que ça ne rentre pas dans la catégorie des combats de championnat. Ça ne rentre peut-être même pas dans la catégorie au terme de prestige que sa victoire, sa guerre contre Rory McDonald aussi. Mais il était très satisfait d'avoir battu Nick Diaz. Puis très satisfait, je pense, de la façon dont il l'a fait aussi. Parce que
Nick Diaz, c'est un gars qui est capable de mettre beaucoup de pression. C'est comme ça qu'il a connu du succès dans sa carrière. Dans ce combat-là, c'est Robbie qui a mis la pression. Oui, Nick, ça sortait, tout ça, puis même le dos contre la cage, réussissait à placer des bons coups, mais c'est toujours Robbie qui avançait. C'est toujours lui qui mettait la pression, puis Nick ne veut pas être sur les talons plus souvent qu'autrement. Donc, je pense que Robbie était satisfait également de ne pas vraiment avoir donné un pouce là, à Nick Diaz. Il me l'a dit en entrevue après, il dit « Donne un pouce à ce gars-là, c'est fait, là, il va le prendre, il va rentrer dedans, puis il va l'utiliser, puis ça peut te faire mal. » Donc, la façon dont il s'est battu, c'était très bien. Oui, c'était ultra spectaculaire. Puis, écoute, comme je te dis, là, moi, je ne m'attendais pas à rien. Je l'ai dit, moi, j'étais juste content de voir deux vétérans. Il faut apprécier ces moments-là. C'est des gars qui sont sur le bord de la retraite. Puis, Nick Diaz, encore une fois, il a livré la marchandise. On va le dire. Là, les deux ont livré la marchandise 10 fois mieux que je pensais qu'elle allait te donner. Au bout de la ligne, j'étais bien content. Ah, je suis d'accord. C'était ultra divertissant. Défaite par haut technique de Nick Diaz qui a abandonné au 3e round. Là. À un moment donné, je pensais que c'était le genou, là, parce que quand il est arrivé au sol, il s'est pris son genou. Il s'est agrippé son genou, mais finalement, c'était vraiment le dommage. Et puis je pense qu'il ne voyait pas de moyen de s'en sortir, puis ça ne servait à rien de faire plus de dommages. Un peu, là. Donc, voilà pour ce combat-là. Je vais, en sous-carte, il y a également eu rapidement Curtis Blade qui a fait une bouchée de Jairzinho Rozenstruik. On commence à voir les limites de Rozenstruik. On le sait qu'il y a une grosse main droite, mais pas bien plus que ça. Puis pour Curtis Blade, on parlait de Brian Ortega, peut-être pas dans la même catégorie, mais Curtis Blade, très bon combattant chez les lourds, mais pas capable de battre les Francis Ngannou, pas capable de battre les Derek Lewis non plus. Aussi, là, il est dans l'élite, mais il manque cette coche-là, par contre. Fait que lui, ça va être de voir qu'est-ce qui s'en vient. Oui, t'as raison. Puis, on a vu que Rozenstruik, maintenant, avant, là, chez les poids lourds, tu pouvais t'en sortir juste avec une grosse main droite. À cette heure, avec la nouvelle génération, les gars sont plus rapides, sont plus agiles, sont plus complets. Tu regardes ça, puis tu vois, les Cyril Gane, les Thomas Spinall, des gars qui sont vraiment solides. Fait que tu peux pas juste être unidimensionnel. Puis je comprends pas, encore une fois, puis quand tu es rendu à ce niveau-là, c'est un bon kickboxer, puis tu te fais exposer au sol de même, tu reviens au combat d'après, puis tu te fais exposer encore. Honnêtement, ce que j'ai vu au sol de Rozenstruik, c'est comme un gars qui s'est jamais entraîné. C'est comme un gars qui aime pas ça faire du sol, puis je m'en fais pas. Écoute, il y a des affaires de base là, que tu es supposé connaître quand tu es rendu à ce niveau-là, puis qu'il l'a même pas fait. Là. Fait qu'à un moment donné, je peux pas croire, je peux pas comprendre à quel point tu n'es pas conscient qu'il faut que tu sois un peu plus complet dans ce sport-là quand tu es rendu à l'élite mondiale. Et honnêtement, là, ça faisait pitié de le voir sur le dos. Là. Tu regardes le UFC, tu te dis, OK, tout le monde a des spécialités, c'est correct, mais au moins, peut-être au moins une petite base de savoir quoi faire. Soit une petite base debout, une petite base au sol, ça dépend vraiment de ta spécialité, mais au sol, il y a des affaires, là, juste bouger les hanches, arrêter d'être flat sur le dos, juste aller contrôler l'intérieur. C'est des affaires là, vraiment de base que tu apprends en ceinture blanche, là, et que tu vois, lui, ça sort pas parce que peut-être qu'il en fait pas, peut-être que ça rentre juste pas, ou je sais pas, il en fait pas assez, mais maintenant, là, il s'est fait exposer devant tout le monde. Puis à ce temps, ça va être easy. Là. Le monde va l'amener à terre et ils savent que ça va être une marche dans le pack. Ouais, c'est ça. Un mot sur Blades. Lui, il a demandé soit Ngannou, soit Cyril Gane, soit Stipe Miocic ou soit John Jones. Il a perdu 2 fois contre Ngannou, je pense. Peut-être si Gane perdait le duel, un Cyril Gane, Curtis Blades peut-être, mais c'est ça. Blades commence à manquer peut-être d'options. Peut-être Miocic, peut-être, si on veut faire. Ça irait peut-être pas ça. Ouais, Miocic est bon seul aussi. Oui, et ça pourrait être intéressant. Je pense que Miocic, lui, c'est tout ce qu'il veut, c'est un combat revanche. Là. John Jones. Un combat de championnat du monde. Ouais, mais je pense qu'il aimerait avoir un combat de championnat du monde. Il aimerait ça avoir une chance. Je pense que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai trouvé qu'il y a eu peut-être un petit manque de respect envers Stipe Miocic, qui est le seul des poids lourds qui a défendu son titre à 3 reprises, ce qui fait de lui, par défaut, le meilleur poids lourd de l'histoire. On n'a pas donné un combat revanche tout de suite face à Ngannou. Fait que, au bout de la ligne,
Je ne sais pas. Puis Jones, on ne sait pas, lui, ce qui arrive. Là, il a encore fait le cadre. Fait que, là, on ne sait pas ce qui va arriver encore. À un moment donné, je ne sais pas. Jones, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Moi, j'étais dans son entourage, j'étais son avocat, je serais découragé, je serais plus capable. Qu'est-ce que tu fais, là? Honnêtement, là. Fait que, c'est ça. Fait que, mais pour répondre à ta question, Blade, c'est sûr que lui, il va pas challenger du monde qui sont en arrière de lui. Là. Il est 4e. Fait que, il a fait ce qu'il avait à faire et il challenge ceux qui sont en avant. Mais t'as raison. Il manque peut-être une petite affaire pour venir à bout de ces gars. Il y en a peut-être un qui pourrait challenger, Chris Daukaus, là, qui s'est battu, qui a battu Shamil Abdourahimov en fin de semaine aussi. Il commence à être intéressant chez les poids lourds. Peut-être que Blade n'aura pas le choix de prendre un des jeunes loups qui sont en arrière de lui. Bref, on verra aussi à ce niveau-là. Jessica Andrade, j'en ai parlé rapidement tantôt, revenu sur le chemin de la victoire avec la façon la plus Andrade possible. Là. Je ne dirais pas. C'était typique, là, un truck qui avance, puis mon Dieu, pour Cynthia Calvillo, ça allait vite, puis ça allait fort. Oui, exact. On sait que c'est un petit tank, hein. Jessica Andrade va vers l'avant, puis elle est forte physiquement, puis elle voulait prouver son point, que c'était peut-être une erreur de parcours, là, son dernier compte face à Shevchenko. Elle s'est fait surprendre, elle l'a dit aussi. Elle dit, je m'attendais jamais à ce que Shevchenko m'amène au sol, puis qu'elle travaille, elle me lutte, puis elle m'a vraiment surprise. C'est ça, Shevchenko, c'est un fighting IQ qui est au-dessus de la mêlée. Puis je pense qu'elle voulait juste prouver son point, que c'était une erreur de parcours pour aller faire un statement face à Calvillo, puis passer à travers. Donc, pour elle, elle est aspirante numéro 1. Je le disais tantôt. Est-ce qu'on va lui redonner un combat contre Shevchenko? Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Moi, je sais pas trop. Là, je regardais avant qu'on rentre en nombre de Joanna Jędrzejczyk. Puis elle ne s'est pas battue depuis son combat contre Weili Zhang. Ça fait déjà plusieurs mois. Là, je me demande, elle avait reçu beaucoup de dommages, par exemple. Ouais. Est-ce qu'elle va rester à 115? Est-ce que ça pourrait être intéressant pour elle de monter à 125, d'aller challenger peut-être une Andrade aussi ou une Shevchenko? Elle a déjà perdu contre Shevchenko, mais ça fait 4 ans, là, peut-être. Je sais pas. Ouais. Si on veut mettre des noms de filles qui sont talentueuses, qui peuvent être dans ces eaux-là, là, à 115 ou à 125, il ne faut pas oublier non plus Joanna, là, qui a prouvé par le passé qui est une excellente combattante. Merab Dvalishvili, je veux t'en parler, Pat, parce que ça a été un autre gros combat. Ça lui a permis de ramasser 50 000 $ aussi. Là. Le Géorgien, ça a failli se terminer au premier round pour lui. Il a été ébranlé solide par Marlon Moraes. Et puis, je ne sais pas comment il a fait, là, mais renversement de situation. Il est même allé gagner peut-être le premier round, ou en tout cas revenu en force, ébranlé Moraes en fait du premier round, terminé ça au deuxième cette fin de semaine. Et là, ça lui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 victoires de suite pour Merab Dvalishvili. Commencer à le prendre au sérieux, là, lui, à 135 livres. Là. Et surtout que c'est pas un grand finisseur. Puis là, il nous a montré que là, il était capable de finir ses adversaires. Malgré que, tu sais, Moraes, là, je pense, là, présentement, là, il y a de la difficulté à recevoir un coup. Là. Il y a la confiance, mais aussi, il s'est fait ébranler. Puis, honnêtement, il avait perdu ses 2 derniers combats par KO, puis on l'a vu, là, aussitôt qu'il s'est fait toucher solidement, là, la confiance est partie. Tu sais, quand tu vas te battre, puis, j'allais dire comme si tu allais comprendre, je sais pas, peut-être tu vas comprendre, je sais pas, mais tu vas te battre, puis tu vas te battre, puis moi non plus, ça m'est jamais arrivé, mais j'imagine comment ça doit être quand tu vas te battre, puis tu sais que faut pas que je reçoive un coup, parce que là, je sais que mon menton est plus bon, je sais que, imagine comment ça doit être stressant. Puis oui, il avait bien commencé le combat, Moraes, mais aussitôt qu'il s'est fait toucher solide, tu as vu la confiance, elle est disparue complètement. Puis, tu sais, à la fin, là, il s'est fait sauver un peu par la cloche à la fin du premier round. Puis au deuxième round, je pense pas qu'il était revenu à 100%. Mais big up là, pour Dvalishvili qui est revenu. Tu sais, je veux dire, j'ai utilisé une expression qui a fait bien rire du monde, là, mais tu sais, à un moment donné, il était debout dans la chaloupe, là, pendant le premier round. Là. Il y a de la misère à rester sur place. Puis finalement, il a réussi à sortir de là. Puis sérieusement, le chapeau, là, parce que c'était pas évident. Puis il est revenu comme il faut. Il est allé ralentir le rythme en collant son adversaire. Puis entre le premier et le deuxième round, quand tu as Matt Serra qui t'encourage, tu peux pas commencer un round pour motiver, moi, t'as dit. T'as pas le choix. Non, effectivement, c'est ça. Hey, c'est bien, pendant que ça me fait penser à...
on en a parlé un petit peu aussi en fin de semaine. C'est à la Carlos Condit, Georges Saint-Pierre, là, je veux dire, Georges a été solidement ébranlé contre Condit à l'UFC 154. Il a fait exactement ce que Dvalishvili a fait. Là, il est revenu à sa force, il est revenu à sa lutte, a collé Condit, laissé passer la tempête, retrouver ses esprits et revenir fort au round suivant. C'est exactement ce que Dvalishvili a fait, mais ça prend quand même beaucoup de présence d'esprit, ça prend du talent, ça prend des connaissances aussi. Donc chapeau à lui. Puis pour en revenir à Moraes, tu le sais que ton menton n'est plus là, puis tu ne peux pas te faire toucher. C'est peut-être que tu n'es plus dans le bon métier. Là, parce que tu ne peux pas te présenter dans un octogone en sachant que tu manges un coup, c'est peut-être la fin. J'ai de la misère avec ça. Mais bon, est-ce qu'on va le revoir? Probablement. Il est encore relativement jeune, mais il ne prendrait pas trop encore d'autres défaites, beaucoup de défaites par KO. C'est 3 de suite, là. 3 de suite par KO. Là. C'est 3 de suite? Ah ouais, c'est ça. Ouais, ça commence à faire effectivement beaucoup. Dernier combat dont je voulais te parler, Pat, c'est le prix protégé du Tard, Asprat Akparas contre Dan Hooker. Hooker a fait un solide combat. Est revenu sur le chemin de la victoire, lui, contre Akparas. Il est un jeune loup à 155 livres. Les deux avaient eu à peu près le même parcours pour se rendre là, c'est-à-dire des visas qui ne fonctionnaient pas. Là, à 2 jours d'avis, on ne savait même pas s'ils allaient être capables de se battre, les deux. On fait des coupes de poids dans l'avion, puis rapido en arrivant à Las Vegas. Donc, on ne peut pas donner un avantage ou un autre au niveau de la préparation. Là. Les deux étaient dans des situations difficiles, mais on a vu que le talent et la crème remontent à la surface aussi. C'est ça. Le meilleur combattant a battu l'autre. Honnêtement, là, c'est vraiment ça. C'est le talent d'un combattant qui a fait la différence. Puis c'est Dan Hooker qui était meilleur qu'Akparas. Akparas, c'est un gros défi pour lui. Tu as raison, les deux sont arrivés quasiment à la veille de la pesée. Problème de visa, les deux. Là, il y en a qui vont dire ouais, mais Akparas, émotionnellement, c'est un peu plus dur. Il a perdu sa mère là, moins d'1 mois. Tu as raison. Du côté de Hooker, il s'est entraîné, je pense, le dernier mois, il s'est entraîné, ou 1 mois et demi, il s'est entraîné chez eux dans son garage, tout seul, à cause des mesures sanitaires en Australie ça a comme explosé. Là. On a vu qu'il y a des bagarres entre la police. Puis, fait que, ça a été difficile pour les deux. Émotionnellement, c'est pas la même chose, mais je dis les deux, ils ont un parcours difficile. Donc, tu as raison, on peut pas mettre ça sans faute d'un ou l'autre. Moi, ce que je veux dire, c'est gros bravo. Les deux sont quand même fait le poids. C'est quand même énorme d'avoir été capable de faire le poids, les deux, avec cette préparation-là inadéquate, si je peux dire, pour rester poli. Ce qui fait que c'est ça. Puis tu as raison. Au bout de la ligne, le meilleur combattant gagne. C'est vraiment ça qui est arrivé. Parlant de mesures sanitaires en Nouvelle-Zélande, c'est Hooker, tout comme Alexander Volkanovski et Adesanya s'entraînent à City Kickboxing. Et puis là, on a annoncé pas mal cette fin de semaine que le gym allait déménager aux États-Unis. Adesanya a écrit sur les médias sociaux un gym, c'est pas 4 murs, là, puis des matelas, puis des poids. C'est les gens qui s'entraînent à l'intérieur et c'est les coachs qui font le gym. Donc, peu importe où notre équipe va, dans quel local, dans quelle ville, dans quel pays, ça va rester City Kickboxing. Et toute l'équipe a été pas mal frustrée là, de ne pas pouvoir s'entraîner adéquatement pour de gros combats. Puis finalement, et Volkanovski et Dan Hooker ont gagné leur combat malgré que c'était pas facile de s'entraîner dans leur pays. Mais là, je porte à croire que ça sent le déménagement aux États-unis là, parce qu'Adesanya va... Surtout surtout quand tu reviens chez vous. Tu te souviens, Dan Hooker, le dernier coup, il s'était battu au Fight Island. Il est revenu. Il a passé 1 mois et demi à l'extérieur des douanes pour rentrer chez eux. Il voyait sa famille à travers une clôture. Il ne pouvait pas y toucher à cause justement des mesures sanitaires. Il a trouvé ça extrêmement difficile. Puis encore une fois, il va falloir qu'il vive exactement la même chose. Je ne sais pas si ça a descendu un peu, mais ce qu'on voit présentement, c'est un peu le bordel là-bas. Là. Mais écoute, c'est sûr que c'est pas des situations qui sont faciles. Non, effectivement. Donc, à suivre ce dossier-là également de City Kickboxing. OK. On va revenir. En fait, on va se tourner un petit peu vers le week-end. Pat, il y a une carte sur les ondes de RDS cette fin de semaine. Thiago Santos contre Johnny Walker. Ça fait 1 an qu'on n'a pas vu Johnny Walker quand même. Alors que Thiago Santos va tenter de mettre fin à une séquence de 3 revers. Duel de cogneur en fin de semaine. Comment tu vois ça? Ça va être la fun. Écoute, je ne m'attends pas à un grand combat technique, là, on s'entend. C'est sûr que
au niveau de la boxe thaïlandaise, au niveau plus technique, Santos a l'avantage. Du côté de Walker, peut-être un peu plus tout croche, mais dans le clinch, super dangereux. Écoute, je m'attends à un slugfest. Honnêtement, là, je m'attends que ça swing puis que ça soit vraiment divertissant. Sur la carte, il y a également Kevin Harlan contre Carl Dawkins. Alex Oliveira, le Cowboy contre Nico Price. Ça aussi, ça peut être un pas pire slugfest. Misha Cirkunov contre Christophe Yotko et Aspen Ladd contre Macy Chiasson. Alexander Hernandez, qui est sur la carte, bref, présenté cette fin de semaine sur les ondes de RDS avec en finale Thiago Santos contre Johnny Walker. Yes. Ouais, peut-être que Walker a réussi à passer Santos. Je pense que Santos a déjà eu sa chance en combat de championnat. Il a passé proche de battre John Jones. Et par la suite, ces 2 défaites de suite contre Rakic, entre autres. On dirait c'est les montagnes russes, puis il est vraiment dans un creux de vague. Est-ce qu'il va être capable de remonter ce creux de vague-là? Santos, je ne sais pas. Mais tandis que Johnny Walker a commencé sa carrière sur une méchante pente ascendante. Lui aussi a eu un creux de vague, mais là, il est revenu avec une victoire à sa dernière sortie. Donc, il est peut-être en meilleure position, en fait, pour monnayer une victoire contre Thiago Santos cette fin de semaine. Donc, je dirais, à ce niveau-là, mon humble avis, que c'est peut-être plus important ce combat-là pour Johnny Walker que pour Thiago Santos. Quoique Santos, s'il va avec 4 défaites de suite, ça peut jouer sa carrière. Exact. Je pense que les deux ne peuvent pas l'échapper. Là, puis, écoute, en plus, ça va être à WAPEX, dans le petit octogone. Pas beaucoup de place pour se sauver. 2 combattants qui sont ultra agressifs. Et je pense que ça va se retrouver dans le milieu. Puis, encore une fois, je pense que ça va swinger. Puis, ça va être vraiment, vraiment divertissant. Encore une fois, je pense. Et si tu attends un combat technique au bout du point, ça ne sera pas ça. Les 2 vont aller là, vont essayer de s'arracher la tête. Ça va être ça le combat. Les 2, c'est leur marque de commerce. Donc, effectivement, ça risque d'être assez divertissant. Un autre combat qui risque d'être assez divertissant, puis on va finir là-dessus, Pat, c'est Bellator cette fin de semaine. Diego Lima contre Michael Venom Page, une revanche d'un combat qui a eu lieu il y a 3 ans. Pour ceux qui suivent un peu moins le Bellator, là, Diego Lima, qui est l'ancien champion, a perdu sa ceinture à sa dernière sortie. C'est plus ou moins présenté. En tout cas, c'est l'impression que ça nous avait donné, mais il a battu contre un Russe extrêmement bon lutteur qui l'avait juste complètement étouffé pendant 5 rounds. Mais Diego Lima demeure quand même un des très bons 170 livres. Et Michael Venom Page, c'est le bijou de Bellator. Oui, il avait perdu contre Diego Lima. On se disait, par KO en plus. On se disait, OK, c'est peut-être un peu trop tôt pour Venom Page, pour MVP. Et là, finalement, lui, depuis ce temps-là, il est reparti sur une séquence de victoires. L'aveu, sa revanche depuis longtemps. C'est en fin de semaine que ça se passe. Donc, ça risque d'être assez intéressant. Est-ce que ça peut se terminer différemment que leur première rencontre? Je pense. Sur papier, moi, je trouve que c'est sûr que Diego Lima est largement supérieur à Venom Page. Je pense que Page va falloir qu'il soit plus discipliné. Mais c'est un gars qui essaie de donner un spectacle. C'est un gars qui a un style unique. Il se bat les mains basses. Il va arriver un peu plus, encore une fois, discipliné. Je pense qu'il n'y aura pas un bel choix. Diego Lima, il avait donné un coup de pied dans les jambes, puis après ça, il avait passé avec un gros uppercut après. Mais, moi, je crois beaucoup en Diego Lima. C'est un combattant que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il n'a pas eu la reconnaissance qu'il aurait dû avoir, peut-être parce qu'il se bat dans une organisation qui est moins connue, mais c'est sûr que quand il s'est fait étouffer par le Russe, c'est peut-être moins présenté, mais avant ça, moi, à mon avis, il faisait partie dans le top 5 de toute catégorie, toute organisation confondue dans les 170 livres. C'est un des meilleurs au monde. Puis je pense qu'il l'est encore. Des fois, tu as des mauvaises sorties. Je pense que ça peut-être une où le style, des fois, se marie pas bien avec le tien. Mais le style, justement, de Venom Page, je pense que c'est un style parfait pour Diego Lima, encore une fois, pour qu'il aille chercher une victoire. Bon, ça se passe au Bellator, présenté à Londres. C'est vendredi. La carte de l'UFC sur les ondes de RDS2. C'est samedi. Pat, merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine, mon ami. Je te souhaite un bon week-end. Et merci à tout le monde de nous avoir suivis. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. J'espère que vous appréciez le podcast. Puis on vous remercie de nous suivre sur une base régulière. Salut tout le monde. À bientôt.